Bonjour à tous. Il me revient l'honneur et l'amitié d'ouvrir ce 13-14 à mon ami Jean-Marie Séronique, que je connais depuis très longtemps, à qui j'ai confié des jeunes recrues de la banque dans laquelle j'ai eu l'honneur de terminer ma carrière en Ukraine, pour qu'ils apprennent auprès de lui comment on analyse, comment on essaye de percevoir, comment on croise des connaissances agronomiques et des réflexions économiques. Et je me réjouis, j'ai lu son bouquin L'Odyssée paysanne qu'il va nous présenter ce matin, et je vous garantis que c'est un super ouvrage de réflexion, d'analyse. Voilà, c'est Jean-Marie, je te passe la parole. Merci, merci Jean-Jacques, et c'est un vrai plaisir d'intervenir devant vous là, pendant ce 13-14. C'est un peu chaud parce que nous avions la réunion de section économique ce matin, mais voilà, tout va bien. Je suis là et on va attaquer. Alors, ce que je propose, c'est oui, de parler 20-25 minutes. 25 minutes, hein, oui. 25 minutes. 30, Voilà, et après, je répondrai à vos questions. Donc, ce livre vient de paraître, hein, il est paru il y a un mois et demi. On l'a lancé au SPACE. Donc, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Donc, je voudrais d'abord vous expliquer un peu l'objet, enfin l'idée, le parti pris qui m'a amené à répondre à la demande de la France agricole, puisqu'au départ, la France agricole me demandait d'écrire un livre sur l'agriculture française. Et donc, je leur avais dit, écoutez, ouais, non, en fait, non. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur l'agriculture française. Par contre, si vous êtes prêt à parrainer un livre qui est plutôt sur l'évolution, sur les perspectives, sur les questions qui peuvent se poser pour l'avenir, plus qu'une description de l'agriculture française, ça m'intéresse. Bon, ça, c'était il y a plusieurs années, parce que ça a été assez long à mettre en route. L'idée pour moi de ce livre, c'est de réfléchir à l'avenir dans le but, moi, de ce que je fais depuis maintenant, ouais, 40 ans à peu près que je travaille avec le monde agricole. Je ne suis pas du tout d'origine agricole, qui est d'accompagner les exploitants, les exploitantes, les exploitations agricoles. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière dans différents postes, dans différents contextes. Et donc là, c'est de réfléchir à l'avenir pour leur permettre, ou les aider, ou à contribuer à la réflexion de chacun, la réflexion individuelle sur les marges de manœuvre de l'entreprise agricole. Quelles sont les marges de manœuvre mais également pour les agriculteurs et les agricultrices, mais aussi les gens qui les accompagnent, donc quelque part le monde agricole. Et donc, je m'intéresse aux tendances et aux signaux. Je ne fais pas du tout et puis tout seul, de toute façon, je n'aurais pas eu les moyens, mais je ne fais pas de scénario. Ce qui me paraît important pour définir ces marges de manœuvre, regarder, analyser ces risques, ces opportunités, c'est de comprendre les dynamiques, les vents pour l'action. Hein, donc, c'est les tendances et les signaux. Et du reste, j'ai dans une partie des chapitres, ça se termine toujours, le chapitre se termine par une partie qui s'appelle « Quel vent pour l'Odyssée paysanne ?» Donc, les forces et les dynamiques. Hein, toujours essayer de regarder les tendances et qu'est-ce que ça veut dire pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc, ça, c'est l'idée. La vision ou la façon de l'ambition, quelque part, c'est d'avoir une vision assez panoramique. Donc, le livre est sorti il y a maintenant 6 semaines, donc j'ai quand même des retours de copains qui l'ont lu, et effectivement qui apprécient cette idée de regarder plein de secteurs. Je vais les balayer rapidement. Et ce qui m'a conduit du reste à sortir, et c'est pour ça que le livre a été plus long à écrire que ce que je pensais, à sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que je me suis intéressé à des questions que je ne connaissais pas vraiment. Sur la consommation, par exemple. Pas du tout un spécialiste de la consommation. Mais ça me paraît quand même le marché, hein, c'est nos estomacs. L'agriculture, c'est quand même pour nos estomacs. Donc, comment peuvent évoluer la consommation? Je me suis penché sur des questions beaucoup plus scientifiques qui n'étaient pas
qui étaient mes expertises il y a 30 ans, 40 ans, quand j'étais dans les sciences et techniques des productions végétales, mais sur les microbiotes, sur l'épigénétique. Et puis la chance de pouvoir rencontrer pas mal de monde, donc je me suis fait expliquer les choses pour essayer de comprendre quelles conséquences ça pouvait avoir sur les agriculteurs. Et puis, j'ai essayé d'avoir une vision en profondeur et en largeur. En profondeur, c'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, je n'ai pas fait un travail d'historien, bien évidemment, mais je suis reparti quand même assez loin en arrière. Je crois qu'on ne peut pas comprendre le présent et encore moins d'ailleurs l'avenir si on ne sait pas trop d'où on vient. Donc, pour beaucoup de sujets, je reviens un peu en arrière et en largeur, c'est-à-dire pour chaque thématique que je regarde, quels sont les impacts qu'il peut y avoir sur les exploitations agricoles et surtout, quelles sont les connexions entre les différentes problématiques. Et c'est impressionnant de voir comment les choses sont connectées. C'est quelque part la définition de la complexité pour partie. Voilà. Euh, je me suis, bon, vous savez que je suis indépendant, donc ce que j'ai écrit, et quand je fais des interventions, j'explique ça à chaque fois. C'est pas, ça n'est pas un livre de militant que je peux par ailleurs être dans une autre vie. Donc c'est pas ce que je souhaite, pas toujours. C'est ce que je pense qu'il va arriver. Mais je décris des choses qui me font peur, dont j'ai pas envie. Mais je crois que c'est ça qui va arriver. Donc ça me paraît vachement important dans la prospective. J'écris à partir de ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je lis. Donc, il y a beaucoup de faits, mais il y a aussi un peu de pif, un peu d'intuition. Donc, je m'autorise, c'est le privilège d'être indépendant, à donner des idées que je ne démontre pas, quoi. Je le sens comme ça. Voilà. Euh, il y a quelques angles morts que j'assume complètement. Je m'intéresse à la production agricole de France, donc à ce que je connais, les exploitations agricoles françaises. Donc, j'aborde des questions extra-françaises, internationales, mais ce n'est pas le cœur du sujet. J'aborde évidemment l'aval et l'amont des exploitations agricoles, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Donc, on me dit souvent qu'on ne parle pas trop des filières. Eh bien non, non, puisque je parle des exploitations agricoles, je m'intéresse aux filières parce que, bien évidemment, ça a un impact sur l'exploitation agricole. Et puis enfin, l'horizon, toujours dans le parti général, l'horizon de 20 ans. Pourquoi 20 ans? Il y a beaucoup de prospectives aujourd'hui qui sont faites à 50 ans, enfin à 2050, à 30 ans. Alors j'ai pris 20 ans, peut-être implicitement, parce que j'espère bien le voir, et le voir dans un état encore d'une certaine fraîcheur, le voir. 20 ans parce que les agriculteurs qui vont démarrer 20 ans, ils seront dans le plein de leur maturité professionnelle, et ceux qui sont en activité aujourd'hui, dans 20 ans, pour beaucoup, ils le seront encore. Donc, c'est un horizon palpable pour eux de leur action. C'est un horizon palpable, mais pour lequel tout n'est pas joué. Et pourquoi pas prendre un horizon plus loin? C'est pour pas être hors sol. Parce que je pense que quand on réfléchit à 30 ou 40 ans, on peut s'autoriser à être quand même assez hors sol. Là, on est quand même assez contraint et donc, comme l'idée, c'est d'écrire pour l'action, voilà, l'horizon de 20 ans. On m'interroge après beaucoup sur le titre. Pourquoi ce titre? Bon, 2041, bien sûr, et pas 2040, clin d'œil au film. Ma fille qui a 30 ans me dit, papa, mais tu as fait une faute de frappe. C'est gros dans le titre quand même, 2040. Je dis, non, 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 c'est un truc de vieux, ça, 2041. Voilà. L'Odyssée paysanne. Alors, pourquoi l'Odyssée paysanne? Ça a été très long de trouver le titre, très compliqué. Ceux qui ont écrit savent que c'est toujours une partie compliquée, puis il faut négocier avec l'éditeur. L'Odyssée, c'est bien sûr la référence à Ulysse. Alors, c'est pas un retour en arrière. L'Odyssée, Ulysse rentrait chez lui. Mais il savait, donc c'est pas un retour en arrière, bien évidemment, contrairement à ce que certains pensent. Je pense qu'on n'est pas en train de revenir en arrière, notamment dans les techniques agricoles. Par contre, Ulysse savait très bien où il allait. Il rentrait à Ithaque, mais il n'avait aucune idée comment y aller. Il n'avait aucune idée comment y aller. Et en plus, tout son parcours a été semé d'embûches qu'il a surmontées, qu'il a franchies par sa créativité, par son intelligence et quelquefois avec l'aide des dieux bienveillants. Voilà. Et alors, les agriculteurs aujourd'hui, moi je pense qu'en fait, on sait à peu près où on va.
grosso modo. On ne sait pas précisément, mais on sait à peu près où on va. Le problème, c'est pour beaucoup de gens, ça les embête, pour être poli. Donc, ils disent, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et en fait, si, on va vers une agriculture plus naturelle. On va vers une agriculture alors, durable, écologique, etc. On le sait à peu près. Donc, on sait à peu près où on va. Par contre, on ne sait pas comment y aller. D'où pour moi l'importance de la comparaison. On a, je ne suis pas sur les croyances et les convictions personnelles, intimes, spirituelles et religieuses, mais on n'a pas de Dieu au sens de Dieu thématique, bienfaisant, malfaisant, sur les choses, sur la terre, sur l'eau. Nous, on a bien mieux. On a la science. Et je parle dans mon livre beaucoup de la science. Donc pour moi, l'agriculteur, il est en chemin et il a la science. Et la difficulté des agriculteurs dans cette odyssée, c'est que Ulysse, il était tout seul au milieu de la mer avec son équipage. Les paysans français, ils sont au milieu de 60 millions, 67 millions de Français qui savent à peu près tous ce qu'il faudrait faire en agriculture. Et donc ça, c'est une difficulté d'avoir tout le monde, c'est comme un peu les soirs de vaches de foot, tout le monde est entraîneur. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire en agriculture et essaie de leur expliquer. Voilà le titre. Et puis paysanne, pardon, paysanne. Pourquoi ce mot d'Odyssée paysanne? Paysanne. Je ne suis pas du tout nostalgique d'un ancien temps, mais je crois que les agriculteurs et les agricultrices sont et seront encore plus demain des entrepreneurs du vivant. Les agronomes aujourd'hui se font appeler les ingénieurs du vivant, les entrepreneurs du vivant. Et donc pourquoi je n'ai pas appelé ça l'Odyssée agricole? Parce que je suis convaincu que l'agriculture française, ou les agricultures françaises, seront de plus en plus territorialisées, de plus en plus situées. Et que aujourd'hui, on cultive un blé à peu près de la même manière vers chez moi dans la plaine de Caen, là où j'étais avant en Picardie, ou dans ma zone d'origine du sud-ouest. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais et au plus on va aller vers l'agriculture naturelle, au plus on va sur des situations contextualisées localement, des variétés localement, des techniques. Quand on joue sur les régulations naturelles, on va jouer sur une organisation des paysages sans doute un peu différente, des parcelles peut-être plus petites. On l'évoquait ce matin sur les betteraves, hein, l'idée d'organiser les assolements. Donc on va sur des contextes, on parle d'agriculture territorialisée, de programme alimentaire territorialisé. Donc on est, je pense, de plus en plus, et donc pays, paysans, paysage, d'où ce terme d'agriculture paysanne. Dans le livre, il y a un certain nombre de parties, de chapitres qui sont organisés en gros en trois grands volets. Il y a 6 ou 7 chapitres, je crois, mais en trois grands volets. Il y a un premier volet qui est quand même un bilan de la situation dans laquelle on est. Donc là, c'est quelque chose qui est assez économique, pas que. Et j'essaie de répondre à 3 questions. Et un élément que je ne vous ai pas dit, j'ai l'ambition que ce livre soit lisible par tout le monde. Et dans mes relecteurs, j'avais un copain qui ne connaît absolument rien à l'agriculture. Donc, normalement, il n'y a pas de prérequis. Donc, je réponds à 3 questions. J'essaie de répondre à 3 questions. Est-ce que les Français sont contents de leur agriculture? Pour moi, la réponse est ambivalente. Les Français sont contents, adorent les agriculteurs et les agricultrices. Par contre, ils sont évidemment très réticents sur les pratiques agricoles. Et il y a un décalage, par contre, je donne un peu de sondage dans le bouquin, il y a un décalage énorme entre ce que les gens croient des agriculteurs, ce que les agriculteurs croient de la société, et surtout, et ça c'est effrayant, ce que les agriculteurs pensent de la façon dont les concitoyens les regardent. Les agriculteurs sont convaincus d'agir pour l'environnement, la société est convaincue que non, et les agriculteurs sont convaincus que la société est convaincue qu'ils avancent pour l'environnement. Donc il y a un décalage. Voilà. J'essaie de répondre à ces questions-là. La deuxième question, c'est est-ce que les agriculteurs sont contents de leur sort? Et donc là, il y a pas mal de chiffres économiques. J'explique notamment
que le revenu, alors que les agriculteurs ne sont pas contents de leur sort, sinon ce ne seraient pas des agriculteurs français, mais que quand on regarde, le revenu agricole n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et 2022 n'a pas dérogé. On est en progression depuis 15 ans, avec des variations interannuelles qu'on n'avait jamais connues avant. Et pour moi, la crise agricole, elle est là. Elle est dans les variations interannuelles, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, et d'autre part, dans une même année, dans une même production, dans un même département, les écarts entre de résultats, de performance sont de plus en plus importants. Et ils ont tendance à s'accroître. Et plus les années sont bonnes, plus les écarts sont importants en valeur relative. Et les bonnes années, c'est les 25% les plus performants qui tirent vers le haut fortement, donc ils n'ont jamais gagné autant. Et les mauvaises années, c'est les moins performants qui tirent profondément vers le bas. Et encore, dans ces dernières années, on avait des charges, le prix des charges, le prix des intrants qui n'était pas trop élevé, qui était plutôt en phase basse. Donc là, on a une inversion totale. Donc on va avoir des écarts encore plus importants dans les années qui viennent. Ça me paraît, c'est de la boule de cristal, mais ça me paraît à peu près clair. Et donc je le démontre, tout ça. Et la dernière partie à laquelle je réponds, c'est donc les Français sont-ils contents? Les agriculteurs sont-ils contents? Et la France est-elle contente de son agriculture? Et c'est là qu'on parle du décrochement de nos performances à l'import-export et décrochement de nos performances. Et de la difficulté de s'adapter et le fait que l'agriculture française est moins performante que ses compétiteurs européens en termes de résultats. On a en général des niveaux de charge plus élevés et qui ne sont pas que dus aux effets de structure. Et on a une adaptation qui est plus lente. Et moi, je situe le problème dans dans la décennie 90, où on a mis au moins 20 ans, peut-être 30, peut-être c'est pour accepter la réforme de la PAC de 92 et donc l'ouverture de l'agriculture au marché. L'ouverture au marché. On a mis plus de 20 ans à l'accepter. Voilà. Ensuite, j'ai la partie la plus longue où je m'intéresse aux tendances. D'abord, je m'intéresse aux deux enjeux, excusez-moi, je m'intéresse aux deux enjeux majeurs que sont pour moi le changement climatique et nourrir 10 millions de personnes. On a franchi hier symboliquement la barre des 8 milliards au niveau mondial. Et donc là, je reprends un peu beaucoup des études qui ont été faites, qui en gros, ce que je caricature, c'est que toutes les et je fais référence d'ailleurs pour les gens de ma génération, au livre de Klatzmann, quand j'étais à l'agro, Nourrir 10 milliards d'hommes, qui avait choqué plus par la question que par la réponse d'ailleurs. Et je donne un exemple, tiens, mon grand-père, que j'ai bien connu, mon grand-père, est né en 1895, je crois. Quand il est né, il y avait 1,5 milliard de personnes sur la planète. Moi, quand je suis né en 1956, il y avait 3 milliards de personnes. Donc, pendant ma vie, là, j'en ai déjà vu 5 milliards. On en a eu 8 milliards. Hier, ouais. Donc, depuis que je suis né, il y a 5 milliards de personnes, pas qui sont nées, mais le nombre a augmenté de 5 milliards. Voilà. Et depuis que mes enfants sont nés, il y a dû avoir, mes enfants ont 30 ans, donc il y a dû y avoir entre 1,5 et 2 milliards d'enfants supplémentaires sur Terre. Donc, c'est faramineux. Et à peu près toutes les prospectives montrent qu'on peut nourrir tout ce monde-là en faisant un peu autrement. Et les deux leviers principaux qu'on revoit dans toutes les simulations, les deux leviers, c'est le régime alimentaire, moins animal plus végétal dans les pays développés, ce qui veut dire quand même que globalement la consommation animale va augmenter dans le monde, mais ailleurs que chez nous. Et changement de voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la lutte contre le gaspillage. Donc, c'est les deux leviers quantitatifs qui permettent et qui permettent aussi de respecter le climat. Donc, j'explique beaucoup les problématiques du changement climatique, les gaz à effet de serre et tout ce que l'on connaît largement ici, mais qui est très sous-estimé, notamment dans le monde agricole. Et donc, après, je regarde les tendances. Donc, du côté du consommateur et des demandes de la société, où je m'intéresse principalement à deux points, qui est l'élément de la consommation,
avec cette idée d'une consommation, enfin, pour nous, Français, toujours dans la logique française, hein, la disparition du progressif du repas. Donc, j'ai tout un élément sur le repas, sur la particularité du repas français qui n'est pas la gastronomie, mais qui est le fait de s'asseoir ensemble autour d'une table et de parler, comme on a eu le plaisir de prendre le petit déjeuner ensemble ce matin. Et par contre, ce midi, j'ai bouffé mon sandwich tout seul dans un coin et j'étais malheureux. Mais c'est quand même une chose qui nous est propre et c'est en train de changer. C'est en train de changer chez nous. Voilà. L'élément aussi de l'individualisation et de la personnalisation du repas. Le repas, ce que je mange avant était l'expression d'un groupe social. Aujourd'hui, c'est l'expression d'un individu, de plus en plus. Et avec la nutrigénomie, qui est l'étape d'après, où on le calibre scientifiquement par rapport à mes propres besoins euh, physiologiques. Voilà. Et puis, j'ai un très long chapitre, qui me paraît, qui est un point pour moi d'interrogation. C'est le rapport avec les animaux. Donc, je l'ai mis dans la demande de la société. Par rapport à cette question, qu'est-ce qui va se passer en élevage et qu'est-ce qui va se passer en consommation de produits animaux? Donc, je le regarde sur plein d'aspects, sans conclure, mais avec quand même une certaine inquiétude, enfin une certaine certitude on va vers moins de production animale et comment on fait, qu'est-ce qui se passe entre les ruminants et les céréales à pâte? Est-ce qu'on l'organise? Est-ce qu'on laisse faire n'importe comment? Mais si on l'organise comment ça se gouverne? Enfin, c'est une question pour moi qui me paraît centrale sur la façon dont, enfin, ça ne remet pas en cause en soi l'agriculture, mais la façon dont on répond à cette question conditionne la configuration future de l'agriculture française. Ensuite, je vais regarder la table des matières parce que j'ai un petit trou de mémoire. Très bien, tout écrit. Oui, non, il n'y a pas de nègre, il n'y a pas de nègre, c'est moi qui ai tout écrit, alors j'ai suffisamment sué là-dessus, mais avec beaucoup de plaisir, mais c'était long. Voilà, c'est les demandes, c'est les comportements alimentaires, les regards sur l'élevage. Et ah oui, avec cet élément important aussi, voilà, ça je regarde sur les titres. Est-ce que demain on élèvera encore des vaches à viande? Hier, j'intervenais dans la Corrèze, là, où ils sont tous producteurs de viande bovine. J'avais en face de moi, pas une hostilité, mais j'avais un mur de dire il faut pas qu'on change. C'est effrayant. Voilà, est-ce qu'on va toujours élever des vaches à viande? Est-ce qui est une particularité française, hein, française et irlandaise? Qu'est-ce que Américaine. oui, 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 mais au sein de l'Europe, au sein de l'Europe. Oui. Hein, voilà, où est-ce qu'on va manger de la viande issue du lait, hein, c'est ce qu'on mange aujourd'hui. On exporte nos animaux à viande et on importe des vaches de réforme. Voilà, donc il y a beaucoup de controverses là-dessus. Après, il y a toute une partie où je m'intéresse à la science. J'ai pris un plaisir phénoménal à écrire ça, à me renseigner, parce que là, j'ai passé du temps, parce que je connaissais, il y a beaucoup de choses, des secteurs que je sentais les choses, mais donc j'ai tout un chapitre sur l'écologie, l'écologie comme science, hein, les trois éléments de l'écologie, hein, mais comme mouvement social, comme pratique, mais aussi comme science. Et moi, j'ai une formation d'agronome au sens de la science agronomique, hein, au départ, production végétale, donc le lien avec voilà, donc expliquer l'écologie, l'approche systémique, et que justement, on va vers des solutions qui sont géographiquement situées et qui sont systémiques. Et ça induit des comportements différents dans la gestion et dans le pilotage de l'entreprise agricole. Ensuite, tout un chapitre sur les micro-organismes. D'ailleurs, le titre, c'est les micro-organismes au cœur de la transition agricole. Je suis persuadé que c'est phénoménal pour demain et que ça va nous apporter des solutions à la fois en nutrition végétale, animale, en augmentation de l'efficience ou de l'efficacité, et également par les microbiotes de la plante, de la feuille, en protection phytosanitaire. Bon, est-ce que c'est opérationnel dans 20 ans? Mon ami Christian Ring me dit qu'il est un petit peu optimiste, mais la voie est là, enfin, le chemin est là. Et donc, l'agriculteur, demain, éleveur pilote de microbiote. La révolution numérique, là, j'ai pas de choses bien nouvelles. Sur l'aspect génétique, j'ai consacré aussi pas mal de temps, mais bon, bien sûr, OGM, NBT, mais aussi, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'épigénétique, qui me paraît un élément majeur dans l'évolution de l'agriculture.
Cette liaison entre l'inné et l'acquis, entre guillemets, je schématise, entre l'inné et l'acquis, et le fait que le milieu, on a tous appris qu'on a un potentiel génétique des animaux, des plantes extraordinaires, et il faut lui créer un milieu qui lui permette d'exprimer son potentiel. Et ben, quand on regarde l'épigénétique, on dit il y a ça, mais aussi, en jouant sur l'environnement, on modifie le potentiel génétique. C'est pas qu'on l'exprime, mais on peut le rétrécir ou l'élargir. Et donc, c'est des champs, et là, il y a déjà des travaux là-dessus opérationnels. Et avec cette grosse question, et je conclurai tout à l'heure qu'est-ce que la société va nous autoriser à faire? Il va nous interdire de faire, plus exactement, sur ces questions-là. Ensuite, je m'intéresse aux questions politiques, avec mon avis, bon, sur comment on traite le changement climatique, toute la question des droits carbone, tous ces mouvements qui sont absolument pas mûrs aujourd'hui, qui sont en émergence, mais qui vont peut-être un jour se consolider. Mais toute une réflexion sur quel est le pouvoir, quel est le rôle de la puissance publique, de l'action publique dans le commerce. Je ne parle pas bien sûr des égalimes, parce que là, on est sur une perspective il y a 20 ans, mais voilà, quel est le rôle des pouvoirs publics? À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. On a une vision un peu erronée en leur donnant trop de rôles. Et puis, comment on gouverne les territoires? À partir du moment où les agricultures seront situées, la gouvernance territoriale de l'agriculture devient une question. Et pose d'ailleurs derrière la question, quel est le rôle demain du ministère de l'Agriculture? Coincé entre l'Europe, les grandes régions et en gros les intercoms ou les entités plus opérationnelles. Comment l'agriculture s'organise pour être présente et être active dans la gouvernance territoriale, comment elle se fait et qu'est-ce qui reste gouverné au niveau national. Et est-ce que finalement, indirectement, en creux, je me pose la question, est-ce que le ministère de l'Agriculture, est-ce que le garder aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas globalement pénaliser l'agriculture par rapport à toutes les forces périphériques et tous les phénomènes hyper importants qui se passent en termes de consommation, qui ne sont pas des phénomènes agricoles, mais qui sont majeurs pour l'agriculture. Et est-ce c'est des questions, ça. Hein. Voilà. Mais la quête du territoire pertinent et comment on gouverne. Et enfin, toute une question, c'est quels sont les objectifs de la politique agricole pour les agriculteurs? En reprenant un peu l'histoire. Mais aujourd'hui, est-ce que la politique agricole, c'est de soutenir le revenu des agriculteurs ou d'accompagner les transitions des agriculteurs? Avec tout l'enjeu derrière aussi de l'accompagnement et du système de conseil, dont je pense personnellement qu'aujourd'hui, qu'il n'a plus l'efficacité qu'il a eu et qu'on est dans une révolution, à l'aube d'une révolution, qui nous amène sans doute à se poser la question du système de conseil. Et enfin, la dernière partie qui est beaucoup plus rapide, là, c'est des flashs vers de nouveaux horizons. Alors, il y a et puis je vais arrêter là, une partie, ce que j'appelle le pari de la concordance des temps, qui est en gros le Green Deal, le pari du Green Deal. C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour faire évoluer ensemble les demandes du consommateur, l'action publique, les travaux de la recherche et l'évolution des pratiques et la protection aux frontières pour aller vers cette agriculture plus naturelle. Avec ce phénomène assez particulier qu'on reproche souvent à la puissance publique d'être en retard sur le marché, là, on a un cas, pour moi, qui va devenir un cas d'école, où là, la puissance publique est en avance sur le marché en fixant l'objectif de 25% de bio. Là, pour le coup, la puissance publique, elle n'est pas en retard sur le marché, elle est en avance. Et ça pose presque autant de problèmes quand elle est en retard, peut-être plus. Et donc, le problème de la concordance des temps, c'est ça. C'est comment on arrive, et on voit bien que le Green Deal, si les différents plots n'avancent pas en même temps, on court à la catastrophe. Moi, je pense personnellement que c'est très cohérent, mais il faut que tout bouge en même temps. Donc, c'est pareil de la concordance des temps. Il y a le territoire, on en a déjà parlé. Je pense qu'on va vers des agricultures de plus en plus variées. J'ai appelé une constellation harmonieuse d'agriculture variée, avec des formes et des tailles d'agriculture différentes, des systèmes techniques différents, et puis des agricultures hybridées. Et pour moi, l'hybridation des agricultures, c'est que les frontières de l'exploitation agricole, j'avais déjà écrit là-dessus il y a 15 ans, que les frontières de l'exploitation agricole sont déjà ouvertes, elles vont s'ouvrir de plus en plus.
que quand on parle de régulation naturelle, quand on parle, par exemple, on en parlait ce matin en section économique sur les betteraves, là, de gérer les assolements, ça veut dire qu'il faut le gérer à plusieurs. On ne peut pas décider tout seul. Les semenciers le font, hein, les producteurs de semences le font, avec les zones d'isolement, les dimensions d'isolement autour des parcelles, ils s'arrangent entre eux. Hein, voilà, donc on va vers des nouveaux partenariats. Moi, je pense que la grande distribution s'intéresse de plus en plus à la production agricole, donc elle remonte. Il y aura de nouveaux parties prenantes, des nouveaux partenaires financiers dans l'agriculture. Et puis, il y a aussi des agriculteurs d'un nouveau type. Il y a aujourd'hui un tiers des nouveaux agriculteurs dont les parents n'étaient pas agriculteurs. Il y a aussi des gens qui ont bossé pendant 15 ou 20 ans ailleurs et qui arrivent dans l'agriculture. Donc, ils ont un regard complètement différent. Donc, ça hybride. Et il me semble qu'au bout du bout, ça conduit à une révolution agricole qui est devant nous, d'une ampleur au moins aussi importante que la révolution silencieuse des années 50. La réforme de la PAC de 92, on a mis en France 30 ans ou 25 ans pour l'admettre, et que, en gros, pour moi, c'est là qu'on a commencé à décrocher sérieusement au niveau européen, et que là, si les gens du GIEC ont raison, parce que je ne suis pas habilité, mais je pense que oui, mais on n'a pas 20 ans dans la mutation, hein, et donc il ne faut pas qu'on attende, faut pas qu'on refasse le coup de 92 par rapport au Green Deal, Farm to Fork, en passant à côté, quoi. Et enfin, il y a 4 ou 5 nœuds pour moi, ce que j'appelle des nœuds, c'est-à-dire des points qui me paraissent cruciaux pour l'avenir, sur lesquels je ne sais pas comment ils vont se dénouer. C'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, notre rapport à l'animal. 2 tiers de nos surfaces aujourd'hui sont consacrées aux productions animales en France et en Europe aussi. Donc, comment ça va évoluer à 20 ans ou 30 ans, ça? C'est quand même, pour moi, central. Deuxième chose, c'est comment la société va évoluer par rapport à la science et à l'acceptation du progrès scientifique. Et pour moi, aller vers une agriculture beaucoup plus naturelle, c'est beaucoup de science. C'est pas du tout un retour comme un ministre, il n'y a pas très longtemps, a expliqué l'agriculture des grands-parents. Non, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de science. Et donc, il faut que la société l'accepte. On l'évoque souvent, c'est jusqu'où, l'équilibre, ouverture, mondialisation, protectionnisme, comment ça va bouger. Moi, je pense que l'Europe, on n'évoluera pas dans le Green Deal si on n'a pas un protectionnisme normatif, donc là, qui n'est plus de taxes, mais qui est normatif, comme on a sur les hormones, sur les anabolisants. Hein, on est protégé, on s'est protégé. C'est une réglementation européenne, on la met dans les accords. Et je pense qu'on va vers là. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. Mais bon, à quelle vitesse on va aller? Et puis ce que j'évoquais là sur la concordance des temps et la gouvernance territoriale. Et je suis content que pas mal d'amis qui l'ont, ou pas d'amis d'ailleurs, des gens qui l'ont. Il faut toujours se méfier des avis des amis parce qu'ils sont pas forcément objectifs, mais des gens qui l'ont lu et qui m'ont dit, mais ton livre, il est optimiste. Et effectivement, moi, je suis optimiste sur l'avenir de l'agriculture parce que de toute façon, on le prend par un bout par mois, on mangera 2 à 3 fois par jour. Et on mangera toujours des calories qui viennent du soleil, quel que soit le niveau de la chaîne de transformation. Donc, l'agriculture, moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude sur l'agriculture. Par contre, il faut qu'on accepte qu'elle soit différente, qu'elle s'organise différemment et que le métier d'agriculteur, de paysan, qui, de mon point de vue, restera, après, c'est une question de mots, est voué à un avenir important. Et pour moi, un agriculteur qui soit tout seul, qu'il ait 2, 3, 4, 5, 6 salariés, ça reste un agriculteur, ça reste un entrepreneur du vivant. Et maintenant, je vous ferai un plaisir de répondre à vos critiques, remarques, questions, suggestions. Merci d'abord. J'espère que ça donne envie à chacun de lire. Moi, j'ai découvert ce livre avec beaucoup d'intérêt. Messieurs, madame, mesdames, nous avons la chance d'avoir un Québécois parmi nous. Comment le Québécois de l'autre côté de l'océan réagit à la réflexion de Jean-Marie?
Ma perception, Hum. moi, ma perception, c'est que la France est un pays éminemment agricole. Géographiquement, au Québec, on a 3% des terres qui sont cultivables. En France, vous êtes à plus de 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel, pour moi, énorme. Et ce qui différencie la France de plusieurs pays de par le monde, c'est-à-dire une capacité de production agricole qui est énorme. Et d'ailleurs, vous voulez bien exporter souvent ces produits, et notamment, il y a eu un accord il y a quelques années déjà avec le Québec, ce qui fait que pour ouvrir nos marchés alimentaires à la production, notamment des fromages français que l'on trouve plus facilement au Québec maintenant. Bon, mais par rapport, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de lire l'ouvrage, mais ce que j'entends là sur l'optimisme, moi, déjà le titre pour moi me pose deux questions. Pourquoi l'horizon 2041? Alors, c'est absolument drôle parce que je participe actuellement à une démarche de planification stratégique avec la ville de Rimouski, qui est une capitale régionale pour l'est du pays. Et l'horizon qu'on s'est donné, c'est 2040, ce qui est trop court pour moi, de toute façon, en prospective, pour aller plus loin. Donc, mais pourquoi 2041? Et pourquoi paysan? J'ai parlé ce matin de ce bouquin, L'univers politique des paysans, écrit par Claude Servolin et Michel Gervais et Jean Veil, je crois, en 1965. En 1965, on parle de paysans en France, c'est tout à fait normal. Pourquoi, alors vous avez dit dans votre exposé que les producteurs agricoles français sont devenus des entrepreneurs, pourquoi ce terme paysan, vous le faites survivre dans le fond? Alors, deux choses. Donc, 2041 et paysan. Alors, 2041, bon, c'est 2040, c'est 20 ans. Hein, pour moi, c'est un horizon d'action. Effectivement, si on veut vraiment faire de la prospective, c'est plus long. Mais là, c'est pas vraiment de la prospective. C'est plutôt de la veille et de l'éclairage de ce qui est en train du décryptage de ce qui est en train de se passer. Et donc, je voulais un horizon qui soit sur l'action. Et 2041, c'est juste un clin d'œil de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça. Et alors après, ceux d'entre vous qui ont déjà écrit un livre ou un essai, la question du titre est toujours, comment dire, pas stressante, mais c'est toujours compliqué de trouver un titre. Et c'est toujours compliqué. Il faut quelque chose. Juste, c'est mon quatrième livre. Le premier s'appelait L'agriculture française, une diva réveillée. C'est très compliqué, je l'avais imposé à l'éditeur qui n'en voulait pas. Il dit, attends, tu fais un livre d'économie, je te livre en plus l'éditeur. Attends, c'était complètement, mais si, j'ai tenu bon. Et ce livre, a bien marché, et il y a plein de gens qui n'ont jamais lu le livre et qui ont retenu le titre. Qui ont retenu le titre, qui m'en ont parlé, plus trop maintenant, c'était il y a presque 10 ans, mais qui m'en ont parlé régulièrement. Il y a même des gens qui m'ont interpellé comme ça à la ligne. Alors, après, j'en ai eu deux autres qui avaient des titres plus techniques et qui sont passés, les livres ont été lus, mais ça n'a pas imprimé. Donc derrière, je me suis dit, mais comment ça, voilà. Et d'où, alors, bon, là, le titre imprime visiblement, maintenant, je le sais, au bout d'un mois et demi, je le sais. Et parce qu'il faut que ce livre surprenne, le titre surprenne, et que derrière, il y a quelque chose que tu ne comprennes pas. Enfin, un peu de mystère, un peu où chacun y voit son imaginaire, voilà. Chacun y voit son imaginaire. J'ai un copain qui m'a dit, mais attends, ton truc avec la photo, là, on a l'impression d'un bouquin des témoins de Jéhovah. Mais j'ai dit, écoute, visiblement, on n'a pas le même imaginaire tous les deux. Et, voilà. Et paysage, je réponds à ta question, paysage, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, entrepreneur du vivant et paysan, c'est pas du tout contradictoire. Et pour moi, paysan, c'est pas daté.
Et alors, c'est peut-être daté avec moi, quoi. Mais bon, pays, paysan, paysage, quoi. C'était l'idée d'ancrage dans un pays, dans un. Et par exemple, pour reprendre, j'ai pas encore lu le livre de Bertrand et François, là, l'agriculture, tu faisais référence à. Et puis bon, il y a eu Mendras, la fin des paysans. Donc là, c'est pas du tout au sens. Mendras, c'était pas la fin des agriculteurs, c'était la fin de la société paysanne et la libération par rapport à la société paysanne. Donc là, je suis pas du tout là-dessus. Je suis sur le. Et par exemple, bon, François et Bertrand, là, l'agriculture sans agriculteurs, j'ai pas encore lu, mais pour avoir beaucoup discuté avec eux sur beaucoup de choses, on pense la même chose. Est-ce que je peux rajouter un petit point sans vouloir trop prendre le micro? J'ai bien aimé l'Odyssée, j'ai bien aimé l'idée, le mot Odyssée dans le titre, hein, et parce que pour moi, j'ai vaguement étudié les humanités gréco-latines dans ma jeunesse. Et l'Odyssée, c'est qu'il y a un énorme voyage, il y a un chemin. Ouais, il y a un chemin. Chemin. Un chemin, c'est l'idée du chemin. Et c'est positif parce que la fin de l'Odyssée est heureuse, si je me souviens bien. Hein? Donc, à quelque part, l'Odyssée, ça nous mène vers quelque chose de positif. Et Odyssée paysanne, c'est vraiment très fort. Tant qu'à moi, là, c'est vraiment un terme très, très fort. Et le mot Odyssée, je suis très content de le voir là. Parce que c'est rare qu'on. Peut-être d'ailleurs que ce mot Odyssée, avec paysan derrière, aura encore plus de succès que le mot Odyssée qui a déjà été utilisé plein de fois dans l'agriculture. Au salon de l'agriculture, si vous vous baladez, vous avez l'Odyssée végétale, il y a eu l'Odyssée de la génétique, il y a eu l'Odyssée de je ne sais pas quoi encore, oui, des oléoprotagineux. Donc le mot Odyssée a été capté par plein de personnes qui avaient des propositions novatrices à faire. Voilà. Catherine, mais juste, je me retrouve complètement, et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ça. Et Catherine, je trouve que pour moi, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète, pour moi, c'est quand même vraiment le résumé de ce que j'ai raconté. Catherine, vous avez la parole. Tu as la parole. Oui, merci. Bon, merci pour cette présentation, ça donne vraiment envie, d'autant plus que quand tu parles de choses différentes, tu précises pas ce qui est vraiment différent. Je trouve, enfin dans ton exposé en tout cas, ça me paraît quelque chose de très vague. Et je suis quand même étonnée que tu n'aies pas utilisé une seule fois les termes de biodiversité, de fonction écologique et même d'échanges internationaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas parler de tout ou est-ce que pour toi, ce qui sera différent, ce ne sera pas ces échanges et cette prise en compte des fonctions écologiques? Je ne suis pas sûr d'avoir compris le début de ta question sur l'aspect différent. Le fait que je ne l'ai pas qualifié, ça j'ai compris, mais... Oui. Qu'est-ce qui sera différent, en fait, dans ce que tu proposes? Tu dis que à 2041, il faudra que ça soit différent. Mais qu'est-ce qui sera différent? Oui, je n'ai pas senti le contenu de cette différence. Voilà. OK. Moi, je suis convaincu qu'on va vers une agriculture beaucoup plus naturelle, beaucoup moins chimique. Ce que veut pas dire qu'on va à une agriculture non chimique, hein, mais non chimique. Enfin, et je me retrouve complètement dans la définition que donne Bernard Hubert sur l'agroécologie, c'est-à-dire d'utiliser la nature comme facteur de production. Et Michel aussi sur l'agriculture, et Michel sur l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire l'intensivité des processus écologiques. Enfin, je me retrouve complètement là-dedans. Voilà, c'est ça que je trouve différent. Oui, tu l'as pas dit. Oui, non, peut-être. Mais là, on est sur un format, sur un format court. Mais oui, tout à fait. Effectivement, je ne l'ai pas dit. On va vers quelque chose de mon point de vue. Et l'autre élément qui a un filigrane, je ne l'exprime pas en tant que tel, ce que j'ai exprimé par ailleurs dans un autre essai, mais je pense qu'on va vers une agriculture d'entreprise. Et pour moi, même petite, c'est une agriculture d'entreprise, au sens où elle répond à des clients, elle va intégrer ses clients, enfin, intégrer la demande de ses clients. Et le fait d'aller vers des processus plus naturels, c'est vrai, si on fait 2 hectares de maraîchage ou si on fait 3000 hectares de céréales, pour moi, c'est absolument pas contradictoire. On va vers ces processus et on va vers une agriculture beaucoup moins
beaucoup plus sensible au flux et beaucoup moins au stock, beaucoup moins patrimonial. Jean. Oui, merci Jean-Marie. Je pense qu'on ne peut être que d'accord avec l'affirmation de la nécessité du changement que tu as démontré clairement. Et d'ailleurs, la plupart des exercices de prospective récents sont plutôt sur des scénarios de transition socio-écologique et non pas sur des scénarios d'intensification chimique. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est perte et gaspillage, un des leviers. Dans les pays riches, on sait que le gaspillage, les pertes, il n'y en a presque plus. Agriculture, industrie, tout ça maîtrise très bien. Donc le gaspillage, il est au niveau du commerçant et du consommateur, etc. Les estimations disent que en France, c'est à peu près 30% de la nourriture achetée qui est jetée. Bon, alors faisons l'hypothèse que dans notre grande sagesse, eh bien, on dise, on va réduire ça, mettons, à 20%. Mais ça signifie que dans la filière, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins. 20% en moins pour les agriculteurs, pour les industriels, pour les commerçants, etc. Donc, on irait vers une stratégie de qualité plutôt que de volume. Et je voulais savoir quel est ton sentiment sur la faisabilité de ce virage stratégique très important. La deuxième question, c'est ce que tu viens d'évoquer, la nouvelle entreprise agricole, que moi j'appelle d'ailleurs plutôt la nouvelle entreprise rurale. Pourquoi? Parce qu'elle va être, à mon sens, nécessairement diversifiée. Alors, quelle est la faisabilité de la diversification? C'est-à-dire qu'en dehors de l'alimentaire, qui va rester le socle, il y a le non-alimentaire, il y a l'énergie, il y a les molécules pour les industries non alimentaires, etc. Et puis, il y a les services, il y a l'écotourisme, etc. Alors, quelle est la capacité de cette mutation? Et en annexe de ma question, il y a le statut juridique des entreprises. On parle pour les entreprises industrielles et commerciales d'entreprises à mission dans la loi Pacte, etc. Est-ce que c'est envisageable de faire la même chose dans l'agriculture? Changement de statut, entreprise à mission, etc. Est-ce que nous avons d'autres demandes de questions? Parce que le temps passe. Oui, Gilles. Non, Guy. Tu soulignes souvent le retard dans l'adaptation au marché. Qu'est-ce qui ferait qu'on s'adaptera, que l'adaptation se fera mieux aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on est déjà passé par là? Ou voilà, cette capacité d'adaptation que tu évoques. Vous ne pouvez pas commenter? Parler de votre livre? Oui. Alors, merci pour avoir dit qu'on a mis 20 ans pour accepter la réforme McCharry. J'y ai beaucoup travaillé. Et ouais, la question, c'est à propos de la vision d'écologie. J'étais surpris dans la journée de restitution du PNRI betterave à sucre par la puissance de la science dans l'analyse des virus et la complexité. Mais j'ai été aussi surpris par la performance des écosystèmes pour maîtriser les problèmes. Et la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas sauter le pas d'aller beaucoup plus vers la science que d'aller vers des solutions qui nous paraissent immédiatement acceptables, mais dont l'efficacité, à mon avis, sera limitée. Alain Jean-Roy, tu as une question, je crois. Alain. Voilà, oui, je suis là. Je suis là. Ta question. Et puis on donne la parole à... Oui, j'ai une question. Vous m'entendez là? Il n'y a pas de problème? D'accord. Simplement pour revenir sur ce que indiquait notre ami Jean-Marie, il y a deux mots qui m'interpellent un peu dans ta présentation. C'est une agriculture plus naturelle et puis tu parles beaucoup d'agriculture biologique. Or, on voit actuellement qu'il n'y a plus de marché sur les produits de la biologie. On est à 5%, je crois, ou 10%, enfin peu importe, mais on ne va pas du tout vers une augmentation du fait du coût. Et puis sur l'agriculture naturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on voit les conséquences, et le précédent orateur, intervenant,
l'indiquait, les conséquences qu'il peut y avoir sur des cultures industrielles, le fait de réduire les possibilités de traitement en termes de rendement, qu'est-ce que veut dire naturel, l'agriculture naturelle? Il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer je vais pas en oublier, mais vous me relancerez si j'en oublie. La question de Jean-Louis, quand tu dis, comment dire, le gaspillage, enfin les pertes, effectivement, chez nous, c'est plus du gaspillage que des pertes, je suis d'accord avec toi, mais on dit, grosso modo, on perd globalement 20% de la production en France. Hein. Et donc, si on réduit les gaspillages de moitié, ça fait 10% de la surface qui ne sert plus à rien. Enfin, de la production de la surface qui ne sert plus à rien. Et donc, pour moi, derrière, c'est un arbitrage. Et là, autant je partage complètement tes prémices, autant la conclusion, je la partage pas complètement, au sens où je la mets plutôt sur une interrogation, qui est de dire, donc on a 10%, peu importe, on a de la surface qui va se libérer, et donc on peut désintensifier, ou on peut, oui, c'est une des voies, mais on peut aussi en faire autre chose, on peut aussi en faire du non alimentaire, on peut aussi le réensauvager, enfin, voilà, et c'est une vraie question. Et je pense personnellement que la cohérence du Green Deal aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas la comprendre si on n'intègre pas deux faits, trois faits. Celui-ci, le gaspillage. Parce que si on diminue, et en gros de 10%, ça veut dire, et qu'on garde la même production, ça veut dire qu'il faut trouver 10% du volume supplémentaire à exporter. Et ça, on ne les a pas. Donc, voilà. Le deuxième phénomène, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Green Deal si on n'intègre pas la baisse de la population, la baisse à venir de la population européenne. Encore une fois, il libère des capacités productives, enfin, des besoins, diminue les besoins. Hein. On a en Europe 1,5 enfants par femme. Alors, mais même avec les immigrants, les prévisions du Parlement européen, c'est une France en moins à la fin du siècle. Alors, les prévisions, c'est des prévisions, bien sûr, enfin, quand même. Donc, et donc, ça veut dire qu'on peut très bien, comment dire, produire globalement un peu moins en exportant tout autant. Et le troisième élément, bien sûr, c'est l'évolution alimentaire. Donc, voilà sur cette question. La question de Guy, je ne sais pas y répondre, parce que, effectivement, elle est vraiment importante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on serait moins obtus qu'on l'a été il y a 30 ans? On peut imaginer que les jeunes sont moins cons que nous, je ne sais pas. Mais en même temps, la société, sur ces questions-là, elle se raidit beaucoup plus. Et ça devient une question politique. Ça n'était pas le cas au moment de... Voilà. Et je ne suis pas sûr que les comportements agressifs aujourd'hui soient efficaces, agressifs, anti-agricoles. Ça raidit complètement les positions. Donc, effectivement, c'est une question. Moi, je crois que je ne suis pas très pessimiste là-dessus. Mais enfin, je dirais encore un ou deux étés comme celui qu'on vient de connaître et les cervelles, elles chauffent vite quand même. Hein. Après, attendez, j'ai pas fini. Il y avait la question la question d'Alain. Alors, le terme d'agriculture biologique, je ne suis pas sûr de l'avoir utilisé. Je parle beaucoup de processus biologiques, c'est pas la même chose. Et je crois que le terme d'agriculture biologique, je ne l'ai pas employé une seule fois dans le livre. D'accord. Honnêtement, personnellement, je n'y crois pas dans des proportions fortes, mais autant je crois à une activation de l'utilisation des processus biologiques. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu dis, et je crois bien sûr à l'utilisation de largement moins, ça me paraît évident, peut-être avec un peu moins de production et un peu plus de... Mais attention quand on dit que la consommation du bio baisse, c'est vrai. Mais jusqu'il y a 2 ou 3 mois, la part de bio dans la consommation ne baissait pas. Attention, hein, tu es suffisamment avisé. Donc, et c'est beaucoup plus inquiétant, parce que ce qui est inquiétant, c'est que c'est la consommation globale qui baisse. Qui baisse, oui.
Et agriculture, et agriculture naturelle, qu'est-ce que tu entends par agriculture naturelle? Naturel, biologique, enfin, pas au sens agro-bio naturel, c'est ça, c'est moins chimique. Chantal, il y avait une Moi, question. on aura le plaisir de refaire l'exercice. Et... Jean-Marie, je voudrais revenir sur un point que tu abordes dans ton livre, qui est le regard de la société sur l'agriculture. Et alors, bon, c'est un vaste débat qui nous occupe souvent. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'étais avec une amie qui est professeure à l'université, pas du tout dans le monde agricole, et je disais, mais est-ce qu'il serait imaginable qu'en 2022, à l'occasion d'une sécheresse, les pouvoirs publics réinstallent un impôt de sécheresse comme celui qu'on a connu en 1976 à l'égard des agriculteurs? Et elle me dit, ah, moi, je ne serais pas du tout d'accord pour le payer avec ces histoires de bassines, ils font n'importe quoi, non. Bon, or, c'est quelqu'un d'éduqué qui enseigne pas les matières agricoles, je vous rassure, mais je l'ai pris comme un symptôme, en fait, de quelque chose. Et donc, ma question, c'est est-ce que, dans quelle mesure tu estimes nécessaire le soutien de la société aux évolutions du monde agricole? Le soutien de la société aux évolutions du monde agricole. Enfin, est-ce que tu estimes ça comme une condition de réussite de cette odyssée? Est-ce que ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour surmonter les chocs et les incertitudes qui sont devant nous? C'est très bref, donc dépasser le temps. Je suis d'accord. Non, je partage ce que tu dis, Chantal. Si j'ai pu modestement contribuer à éclairer en essayant de faire un livre, bon, quand même assez dense, assez fouillé, mais qui soit compréhensible par tout le monde, en fait, au sens qu'il n'y a pas besoin de, qui puisse être fait par des gens qui ne sont pas du milieu agricole. Hein, dans les lecteurs, j'avais un analyste financier qui m'a sorti des choses à peu près du même style que ce que tu viens d'évoquer, hein, qui est un ami intime, et je lui ai dit, mais attends, mais tu es capable, ce qui est au moins, de sortir des conneries plus grosses que toi, quoi. Voilà. Donc, et il a lu le livre, hein, il était dans mes relecteurs du manuscrit. Mais, par ailleurs, et là, je sors de la rigueur, là, et là, je prends plus pas le militant ou le discours engagé. Moi, je pense que le premier préalable, c'est que le monde agricole, et là, enfin, les responsables agricoles, les grands chefs, tiennent un autre discours. Ils ont, comme je dis souvent, dans le syndicalisme, il n'y a pas beaucoup de pratiquants, mais il y a quand même beaucoup de croyants, quoi. Moi, je l'ai vu aussi sur le terrain, hein, quand mon ami Pascal Ferré rentrait dedans et qu'il faisait un grand machin contre nous, ça avait de l'impact sur le marché. On le voyait tout de suite, hein. Alors qu'il n'y a pas tant d'adhérents à la Fédé que ça dans le département de la Manche, et que la conf est assez présente. Donc, et moi, je pense que le monde les responsables agricoles, et j'ai milité longtemps, maintenant j'ai un petit peu arrêté là-dessus, je voulais que les trois grands syndicats arrivent sur un minimum commun à tenir à la société, et ça aurait un effet ricochet sécurisant sur les agriculteurs, un effet commun. Et parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, pour les connaître un petit peu tous, ils sont d'accord en fait. Parce qu'ils ne sont pas cons. Non, non. Et de même, et que la FNSEA arrête de dire que ça ne va pas. Alors qu'en particulier, en privé, elle dit ça va très bien tout de suite. Voilà.